Salut à tous, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Alors vous me connaissez déjà, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec, mais à la demande générale, j'ai décidé de changer un petit peu le format de mes vidéos. Enfin qu'à partir de maintenant, plutôt que de vous faire une vidéo par sortie manga, je vais vous faire une vidéo par semaine qui vous présentera toutes les sorties manga de la semaine. Donc bien évidemment, les mangas seront présentés un petit peu tout genre confondu, donc il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts, tous les publics. Vous aurez bien sûr dans la description de la vidéo accès à tous les titres que j'ai présentés. Et je débute ce nouveau format de vidéo avec une très belle sélection de mangas, à commencer par une nouvelle réédition d'un classique du genre, Ping Pong de Taiyo Matsumoto. Donc je vous ai présenté beaucoup d'œuvres de Taiyo Matsumoto au cours des dernières semaines. C'est un auteur que j'affectionne particulièrement. On est profondément ici dans le style seinen. En fait, ce qui se passe, c'est que 3 éditeurs français, principalement Kana et Delcourt, mais aussi un petit peu avant eux Pika, se sont mis simultanément à rééditer les anciennes œuvres de l'auteur. Et donc c'est pour ça qu'on a autant de profusion d'œuvres de Taiyo Matsumoto. J'ai vraiment l'impression de faire que ça, vous présenter cet auteur-là. Mais en même temps, je suis tellement contente que ces œuvres soient à nouveau disponibles au public francophone, parce que je pense que c'est un auteur incontournable dans le monde du manga. Donc cette fois, c'est Delcourt qui s'attaque à Ping Pong. Ping Pong étant le manga qui a fait connaître Taiyo Matsumoto juste après la consécration de Amer Béton. Comme beaucoup de mangaka avant lui et après lui, Matsumoto avait commencé dans le manga de sport avec Zero, un manga de boxe qui était justement sorti il y a peu chez Pika, dans leur collection Pika graphique. Cependant, Ping Pong n'est pas une œuvre de jeunesse. Le style du maître est déjà très marqué, autant graphiquement que scénaristiquement, et tout son génie s'exprime déjà à son apogée. Alors dans Ping Pong, on suit 2 amis d'enfance, Peko et Smile, qui sont tous les 2 inscrits au club de ping-pong de l'école. Ce sont 2 personnes très différentes de caractère. Peko est celui à qui tout réussit, et Smile a longtemps vécu dans son ombre. Mais Smile a une particularité, il possède des capacités hors normes qui font de lui un génie du ping-pong, capacités qui seront bientôt décelées par son entraîneur, et Smile va donc se donner comme objectif de dépasser Peko. Donc derrière cette trame assez simpliste, derrière le sport et la compétition, on va retrouver des thèmes beaucoup plus profonds qu'on retrouve souvent dans les œuvres de Matsumoto. C'est un manga qui contient beaucoup de niveaux de lecture différents et qui nécessite donc plus d'une lecture. Comme je le disais, le style de Matsumoto est identifiable au premier regard, comme vous pouvez le voir. Cette magnifique édition hardcover est assortie d'une planche en couleur. Taiyo Matsumoto a toujours été énormément influencé par Moebius et on le retrouve particulièrement dans Ping Pong à travers les plans qu'il utilise qui sont presque comme des plans de caméra. Les perspectives sont vertigineuses, le trait est extrêmement aérien, comme par exemple dans cette case. Bref, un nouveau chef-d'œuvre, un manga de sport mais plus qu'un manga de sport. On continue avec Persona 3, adaptation du célèbre jeu RPG, dont les tomes 1 et 2 nous sont parvenus en même temps. Malheureusement, j'ai plus de tome 1 à vous montrer parce que tout le monde a sauté dessus. Le manga est explosif et commence littéralement en pleine action. On est purement dans un style shonen, mais shonen d'action, avec un style quand même assez dark. Malgré les scènes d'action, vous allez vous rendre compte que le tome 1 est surtout une mise en place de notre histoire. On y découvre notre univers, nos personnages, certains éléments du passé importants. Bref, on navigue dans le temps et on navigue dans plusieurs espaces. On navigue aussi un petit peu entre rêve et réalité, on sait jamais bien où est la frontière entre les deux. On sent dans ce début de série que tout se met en place et que l'action principale débutera un peu plus tard. J'ai assez peu, par contre, accroché au graphisme. Le tout est dessiné de façon assez simpliste, avec beaucoup de plages de noir mais qui n'amènent pas forcément quelque chose au dessin, et surtout des trames qui sont très récurrentes. Donc Persona 3, tomes 1 et 2. On poursuit avec une œuvre bien différente, Mon père alcoolique et moi. Donc on est évidemment ici sur un seinen de type tranche de vie, slice of life, autobiographique, où l'auteur va rassembler tout son courage pour nous narrer sa vie depuis sa plus tendre enfance, dans cette famille bancale avec un père qui rentrait sous pratiquement tous les soirs à la maison et une mère complètement dépressive, en partie à cause de sa relation avec son mari, et avec bien sûr sa petite sœur, toujours enjouée, toujours souriante malgré les épreuves qu'elles ont traversées ensemble, mais qui malheureusement s'est pas révélée une confidente à proprement parler, puisque au Japon il n'est pas dans la culture de se confier, de parler de ses émotions, même avec les personnes les plus proches. Et malheureusement donc les 2 enfants, puis jeunes filles, malgré leur excellente entente, ont eu du mal à être un soutien l'un vers l'autre. C'est une œuvre extrêmement bouleversante, je vous avoue que j'ai eu une espèce de boule dans la gorge tout le long de la lecture du manga. C'est difficile, c'est poignant de réalisme. C'est aussi écrit avec beaucoup de recul. C'est une femme qui a aujourd'hui, semblerait-il, une quarantaine d'années, qui a eu le temps de prendre du recul sur sa vie, sur son enfance, mais qui est encore extrêmement bouleversée. On sent qu'elle sera marquée à jamais par cette terrible histoire familiale.
Le dessin de style naïf allège un petit peu le tout, c'est très très beau, très bien dessiné, très expressif comme style de dessin. Par contre, ça n'amène pas suffisamment d'insouciance pour alléger les récits. C'est pas non plus le but recherché, je pense. Je pense que le but de l'auteur n'a jamais été de dédramatiser cette situation, mais au contraire d'en faire un récit à valeur thérapeutique pour les gens qui ont subi la même chose qu'elle. C'est un style de dessin et même un style de récit qui ressemble un petit peu, je vous montre ça, au manga Solitude d'un autre genre qui était sorti il y a quelques temps, mais c'est compté vraiment de façon beaucoup moins légère, alors que l'auteur de Solitude d'un autre genre avait une vie absolument désastreuse elle aussi. Bref, une œuvre qui, au-delà de parler du problème d'alcoolisme, touche à plein d'autres sujets sociaux, comme les violences faites aux femmes, la société extrêmement patriarcale du Japon, le manque de communication, le manque d'entraide dans notre société moderne, accompagné de l'hypocrisie générale du monde, le carcan de la pression sociale, l'enfermement psychologique qui va avec, ou encore la difficulté de briser le cercle vicieux du schéma familial. Un manga que je vous conseille fortement, un récit poignant, saisissant, mais vraiment passionnant. Donc c'était Mon père alcoolique et moi. On revient sur une note un petit peu plus joyeuse avec un Shiba en plus. Donc un Shiba en plus est un manga pour enfants qu'on classe dans la catégorie Kodomo et qui allie le côté mignon, kawaii au côté humoristique. On suit l'histoire de Shibako, cette femelle Shiba Inu. Le Shiba Inu étant au Japon une des races de chiens les plus répandues et les plus appréciées de la population. Shibako a passé plus d'1 an dans une SPCA et attend toujours d'être adopté le jour où une vieille madame s'en vient pour adopter un bébé Shiba noir, qui est en fait son voisin de cage. Et Shibako va se retrouver offerte en cadeau à la vieille madame qui achète ce chiot, parce que, voyez-vous, Shibako a un problème, elle est vraiment laide. Elle a pas un très beau corps, elle a un sourire niais, elle a les yeux difformes, un peu décalés. Bref, son apparence est un petit peu rebutante. La vieille madame n'en veut absolument pas, mais finalement va la ramener chez elle et va découvrir son côté espiègle, joyeux, joueur, et va de plus en plus s'attacher à elle. Donc comme beaucoup de mangas de type Kodomo, c'est fait sous la forme de petites histoires épisodiques, ce qui permet de ne pas avoir une histoire trop longue à suivre pour les enfants. Ça peut même être lu dans le désordre, c'est pas vraiment un scénario qui se suit. Comme je le disais, il y a un côté humoristique extrêmement présent avec la tête de Shibako avec ses yeux croches qui reviennent toujours dans le décor, qui sont absolument hilarants. Évidemment, un côté très touchant et puis surtout toujours des bonnes morales à la fin de chaque histoire. Donc c'était un Shiba en plus, nouveau manga pour enfants. On poursuit avec Le secret de l'amitié. Donc un shoujo one-shot scénarisé par l'auteur de Mon Histoire et de So Charming. En passant, si vous avez jamais lu Mon Histoire, c'est un manga qui est très peu connu, mais qui est tellement drôle. Je vous le conseille vraiment. Donc Le secret de l'amitié, un petit shoujo que j'ai vraiment apprécié, très sympa, très frais, qui raconte l'histoire de 2 jeunes filles, Mo et Eiko, qui sont amies, comme les meilleures amies du monde, elles sont comme ça. Rien ne peut détruire leur amitié, pas même une histoire d'amour avec un gars. Autant en apparence, elles sont très très différentes, Mo est une absolue beauté, qui plaît à absolument tous les gars, qui rend jalouse toutes les filles, alors que Eiko est très banale. Mais l'amitié des 2 filles est tellement forte qu'à chaque fois que Mo a l'occasion de sortir avec un gars, elle lui dit « Ok, fine, si tu veux, pas de problème. Par contre, sache que sortir avec moi, c'est aussi fréquenter Eiko à tous les jours. » Jusqu'au jour où un gars, Tsushida, relève le défi et se montre aussi attentionné envers Eiko qu'envers Mo. Et c'est là qu'on est en droit de se demander, mais est-ce que ça va pas briser quelque chose dans la relation de ces 2 filles ? Donc comme je le disais, un manga que j'ai beaucoup apprécié, très divertissant, une histoire complète en un seul volume, ça fait toujours du bien. Et puis c'est aussi très bien dessiné, alors ce sont 2 femmes qui travaillent ensemble, donc comme je disais, la scénariste, c'est la scénariste de Mon Histoire, puis de So Charming. La dessinatrice est toute nouvelle, son premier manga publié, en tout cas traduit en français, mais c'est très très beau. Donc c'était Le secret de l'amitié. Mon prochain manga est un peu particulier, c'est le nouveau manga de Shuzo Oshimi, Les liens du sang. Ne vous fiez pas à sa couverture faussement mignonne et innocente, c'est un manga psychologique comme l'auteur sait si bien les faire puisque Oshimi, c'est l'auteur de Dans l'intimité de Marie, Les fleurs du mal ou encore le très célèbre Happiness. Shuzo Oshimi excelle dans les scénarios psychologiques, dans l'analyse de l'être humain et de ses comportements. Il se spécialise d'ailleurs dans les déviances du comportement et à chaque manga il réussit à nous mettre extrêmement mal à l'aise. C'est encore le cas dans Les liens du sang, qui commence pourtant comme un petit slice of life très banal pendant une grande partie de ce premier volume, et pourtant malgré les événements de la vie quotidienne qui se déroulent sous nos yeux, l'auteur réussit à nous faire ressentir un très léger malaise. C'est très très bien fait parce qu'on ne comprend pas d'où ça vient. On comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, on comprend qu'il y a quelque chose qui est malaisant, mais on ne comprend pas ce que c'est parce qu'aucune des actions décrites n'est véritablement compromettante. Les liens du sang, c'est une relation qui explore une relation mère-fils
totalement toxique. La mère est en proie à la folie, mais ce genre de folie qui ne se décèle pas facilement chez les êtres qu'on connaît peu, tout autant que chez ceux qu'on connaît trop. Le style de dessin extrêmement pur et réaliste d'Oshimi nous plonge immédiatement dans l'action. Enfin, action étant pas vraiment le bon terme, puisque c'est absolument pas un manga où on va trouver de l'action. Dans les œuvres d'Oshimi, et c'est encore le cas avec les liens du sang, tous les dessins sont réalisés à la main, aucune utilisation de trame, très peu d'ancrage, et des dessins tellement réalistes qui sont presque des photographies de la vie courante. Ça ressemble par exemple à ceci, ou encore à ceci. Ce tome 1 se termine sur un magnifique cliffhanger. Cliffhanger, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut faire un cliffhanger quand on n'a pas d'action dans un manga? Eh bien, c'est une prouesse que l'auteur a totalement réussi. On est complètement accroché à la fin de la lecture de ce premier tome et on attend la suite avec vraiment beaucoup d'impatience. C'était donc Les liens du sang. Un autre grand mangaka pour poursuivre, que dis-je, grand mangaka, immense mangaka, c'est Tsutomu Nihei avec son dernier manga Apozyms. Donc vous aurez sans doute reconnu le style. Nihei, c'est l'auteur des chefs-d'œuvre Blame, Biomega ou encore Knights of Sidonia. Et cette fois, avec Apozyms, tout en restant dans la pure sci-fi, on quitte toutefois l'univers que l'auteur avait créé dans Blame et qui avait été repris dans Biomega et dans Knights of Sidonia, puisque les trois séries étaient en fait liées et se passaient dans un même univers. L'auteur reste donc extrêmement fidèle à son style, mais dans un univers complètement différent. Apozyms est un astre artificiel géant, recouvert d'une coque en mégastructure. Cette mégastructure protège l'humanité du froid glacial qui règne dans l'atmosphère de la planète. 5000 ans plus tôt, une guerre a éclaté et les perdants de cette guerre ont été abandonnés à la surface glaciale d'Apozyms. À la suite de cet exil, une étrange épidémie s'est développée qui est la maladie du marionnettisme, qui transforme le monde en une espèce de marionnette au pouvoir étrange, donc qui ressemble à ceci. Un jour, nos héros se font attaquer par des soldats de l'Empire alors qu'ils tentent de secourir une étrange jeune fille. Cette jeune fille leur confie un code et des armes capables de battre les soldats les plus puissants de l'Empire et de renverser ce monde. Donc dans Apozyms, on est sur des univers et un développement scénaristique 100% science-fiction, un peu à la Isaac Asimov. Le dessin est magnifique, mais simplifié à l'extrême. Ça ressemble à ça. Également au niveau du dessin, Nihei a un petit peu abandonné ces univers très architecturaux, très impressionnants, vertigineux qu'on voyait dans ses autres œuvres. Mais ça n'en reste pas moins encore très impressionnant, comme par exemple ici. Peu de texte, on est toujours avec lui sur de la science-fiction qui alterne des scènes d'action avec des instants extrêmement contemplatifs. Un auteur que j'aime tout particulièrement, puis je suis très loin d'être la seule, et donc je vous conseille fortement son dernier manga, Apozyms. On poursuit avec le très controversé Murciélago, dont le tome 1 et le tome 2 nous sont parvenus en même temps, puisqu'on avait un petit peu de retard sur la publication en France. Donc Murciélago, manga action, enquête, légèrement gothique, à ne pas mettre en toutes les mains. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a un warning juste derrière, donc pour public averti. Un shonen qui allie une overdose d'action avec le côté sexy, où l'on suit Kuroko, une reprise de justice condamnée à mort, qui se voit offrir la possibilité d'être graciée à condition de devenir une tueuse de l'ombre au service de l'État. Kuroko est clairement une anti-héroïne. C'est une espèce de fille complètement déjantée, psychopathe lesbienne sans aucun principe ni aucune morale. Et elle se retrouve en binôme avec Hinako, une jeune fille qui paraît, en tout cas à côté de Kuroko, un petit peu plus innocente, mais qui possède des qualités professionnelles très complémentaires avec celles de Kuroko. Et on va donc suivre ce duo hautement improbable au cours des missions qui leur sont confiées. Donc Kuroko et sa partenaire incarnent un petit peu l'expression « combattre le mal par le mal », puisqu'elle ne se gêne pas pour remplir ses missions à grand renfort d'effusion de sang et d'explosion. Maintenant, si vous voulez mon avis sur le manga, est-ce que je l'ai aimé ou non, je vais vous répondre de façon très concise. Non, j'ai pas vraiment aimé ça, mais je développerai pas plus que ça. Donc c'était donc Murciélago, tome 1 et 2 qui viennent tout juste de sortir, aux éditions Ototo. On poursuit dans un genre très différent avec Une drôle de famille. Un manga de type tranche de vie à la croisée des chemins entre Barakamon et Yotsuba, où on va suivre à travers différentes histoires courtes le quotidien heureux de la famille Honda, composé d'un jeune couple très complice, Taro et Shiharu, de leur fille Yuki et de son petit frère Kotaro. Donc c'est un manga très rafraîchissant, très feel good, où la vie, le quotidien sont présentés comme une succession d'événements heureux, puis même quand il se passe des choses un peu plus problématiques, des événements un peu plus malheureux, un peu plus tristes, on finit toujours par retomber sur ses pieds, puis l'amour familial triomphe toujours de toutes les épreuves. Donc après un truc trash comme Murciélago, ça fait quand même du bien, donc c'était Une drôle de famille.
Et on finit en beauté avec une très belle sortie qu'on attendait tous impatiemment en français. C'est Made in Abyss, dont on a reçu les volumes 1, 2 et 3 en même temps. Puisque encore une fois sur ce titre, on avait un petit peu de retard sur la parution française. Alors Made in Abyss, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté l'animé qui a été très populaire cette année, c'est un manga un petit peu de style bohème avec un univers poétique à la Ghibli, mais qui va vite basculer dans une action très sombre, très dramatique. Alors ne vous fiez pas à cette mignonne couverture avec les deux enfants qui sourient, le manga devient très sombre. On est dans un univers de style steampunk, qui est le type d'univers qui se prête énormément autant à ce côté très beau, très poétique, qu'à ce côté sombre. Et l'action se situe dans la ville d'Ors, au pied de laquelle s'étend l'Abysse. L'Abysse, c'est une faille gigantesque, profonde, inconnue, peuplée d'étranges créatures, et qui pourrait peut-être nous mener jusqu'au centre de la Terre. L'Abysse abrite également d'antiques reliques qui font depuis toujours objet de convoitise chez ce peuple. Et donc des hommes et des femmes, qui sont appelés les caverniers, sont exercés depuis leur plus tendre enfance à descendre dans l'abysse. Parce que oui, il y a un problème à descendre au fond du gouffre, c'est que plus vous descendez, plus lors de votre remontée, vous êtes assailli par des maux de plus en plus graves qui vont même s'avérer jusqu'à être mortels. Notre héroïne Riko est la fille d'une cavernière bien connue, elle est passionnée par le métier de sa mère, veut absolument suivre ses traces et va donc tout faire pour descendre dans l'abysse, toujours plus bas, jusqu'à se brûler les ailes. Donc on retrouve dans Made in Abyss évidemment beaucoup de références à Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, autant évidemment à travers la descente dans ce gouffre sans fin et à la découverte de toutes les étranges créatures qui le peuplent, que dans l'univers steampunk qui est développé. Donc un petit aperçu du dessin, hein, c'est très, comme je disais, c'est un peu beau et innocent, mais il ne faut pas s'y tromper sur le côté plus sombre. Une très belle planche ici également. Puis c'est un style de manga qui est très populaire en ce moment, hein. Ça ressemble un petit peu à Promised Neverland ou à Beyond the Clouds. Et très franchement, c'est une série à lire absolument, c'est très bien fait. On plonge directement dans l'univers et on n'est plus capable de s'arrêter à la lecture. J'ai lu les 3 volumes d'un seul coup en oubliant d'aller me coucher. Donc c'était Made in Abyss, les 3 volumes sont présentement disponibles à Otaku Manga Lounge. C'est là-dessus que s'achève ma présentation des sorties manga de cette semaine. Et je vous retrouve très prochainement pour encore plus d'actu manga. D'ici là, bonne lecture!